Bien, chers collègues, juste une question d'objet perdu. Est-ce que ce sac rouge est à l'un d'entre vous? L'une. L'une, préférablement. C'est un sac rouge féminin. Non? Bien, je vais peut-être le remettre aux agents à ce moment-là. Je n'ose pas regarder à l'intérieur. On m'a toujours appris de ne pas regarder dans le sac. Bien. Chers collègues, il est 9h34, je vous propose de commencer, de mettre en route la vidéo. D'accord. Il y a un deuxième sac à côté de Madame Bateau. Ah non, c'est un collègue qui va revenir, qui était au bureau avec nous. D'accord. J'ai vu poser c'est un de vos collègues. Voilà. N'oubliez pas vos sacs quand vous les déposez en Comeco. C'est le collègue de votre bureau. Oui, c'est ça. Donc on a un nouveau souci de diffusion. Chaque semaine, on a des soucis techniques, hein, Thierry. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Bien, je profite d'une annonce de service pour rappeler un message de la conférence des présidents qui nous a été passé. Nous avons l'Assemblée franco-allemande qui est prévue dimanche. De nombreux collègues allemands sont présents à Paris. Et je vous invite et je vous suggère de venir avec nous le dimanche matin donc à la Sorbonne, un gros événement entre l'Assemblée française et l'Assemblée allemande, si vous n'avez pas encore l'agenda, qui est complet de votre côté. Je crois que ça diffuse, en tout cas sur mon écran devant, pas sur l'écran là-bas. C'est parti. Très bien. Chers collègues, l'ordre du jour de notre commission appelle l'examen du rapport d'application de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite la loi climat et résilience, sur le rapport de Sandra Marceau et Florence Goulet. Comme vous le savez, l'article 145-7, alinéa 1 de notre règlement impose en effet un contrôle de l'application des lois à l'issue d'un délai de 6 mois suivant leur entrée en vigueur, lorsque leur mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire. Et dans le cadre de la présente loi, elle n'a pas été examinée par la Commission des affaires économiques, mais par une commission spéciale qui était présidée par Laurence Maillard-Méhaignerie, avec des rapporteurs alors issus de 5 commissions différentes, affaires culturelles, affaires économiques, commission développement durable, loi et finances. Ce texte avait été adopté à l'issue d'un accord en CMP qui avait été trouvé après 9 heures de réunion sans interruption et particulièrement tendu. Les participants s'en souviennent encore. Dès lors, nos rapporteurs n'ont pas contrôlé l'application de l'ensemble de la loi climat et résilience, elles se sont concentrées sur l'application des dispositions qui relèvent pleinement des compétences de notre commission, à savoir le titre 5, se loger, c'est-à-dire les articles 148 à 251, et le titre 6, se nourrir, article 252 à 278. J'indique pour votre parfaite information que la Commission du développement durable a examiné la semaine dernière son propre rapport d'application sur le rapport de Sylvain Carrière et de Laurence Maillard-Méhaignerie et qu'il en a été de même pour la Commission des lois sur le rapport d'Erwan Balanan et de Sandra Regol. Le contrôle de l'application de cette loi est d'autant plus nécessaire qu'elle comporte de nombreux articles renvoyant à des décrets ou à des arrêtés et que ces dispositions ont ou auront un impact important dans la vie des Françaises et des Français et dans l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences. Sur ce, mesdames les rapporteurs, vous avez la parole. Pardon, oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier la députée Sandra Marceau pour son esprit de coopération et d'ouverture qui nous a permis de travailler en étant animés par le seul souci de l'intérêt général, dénués de tout esprit partisan, même si, bien entendu, certaines divergences de vues peuvent survenir ici ou là. Et je tiens par ailleurs à exprimer ma gratitude à messieurs Motin et à Huy pour leur collaboration rigoureuse et bénéfique. Alors, le rapport que Sandra Marceau et moi-même vous présentons ce matin porte sur la mise en application de la loi du 22 août 2021, mieux connue sous le nom de loi Climat et Résilience,
Il complétera les travaux réalisés par la Commission des lois et la Commission du développement durable. Vous le savez, la loi Climat et Résilience se caractérise par la très grande hétérogénéité des dispositions qui la constituent. De fait, elle ne compte aujourd'hui pas moins de 291 articles et se présente comme une des pierres angulaires de l'action publique contre les dérèglements climatiques. Pour les seuls articles qui relèvent de la compétence de notre commission, la loi traite d'enjeux en rapport avec des besoins aussi essentiels que la production et l'emploi, titre 3, le logement, l'alimentation et l'agriculture, ou encore l'évolution des modes de consommation. Le recensement que nous avons réalisé montre que près de 46% des décrets attendus ont été pris. 39 des 41 mesures objets d'une habilitation ont donné lieu à l'établissement d'une ordonnance. En soi, de tels chiffres reflètent le nombre relativement restreint des textes réglementaires publiés à ce jour. Ils ne caractérisent pas une mauvaise mise en application de la loi Climat et Résilience, même si nous regrettons qu'au terme de la mission, aucun des rapports demandés au gouvernement n'ait été transmis au Parlement. De fait, le texte se caractérise par une diversité exceptionnelle de normes, de principes directeurs et d'objectifs nouveaux. Dès lors, le bilan des conditions d'entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience appelle des appréciations contrastées. Raisonnablement, il ne saurait avoir pour seul critère la compatibilité des textes réglementaires édictés depuis sa promulgation. C'est dans cette optique que nous avons mis l'accent sur les conditions de l'entrée en vigueur des mesures emblématiques de la volonté du législateur de contribuer à l'émergence d'un modèle de développement plus soutenable. Merci, chers collègues. Je remercie évidemment également nos deux administrateurs toujours prompts à nous accompagner et avec qui on travaille toujours très bien. En tant que membre de la commission spéciale, j'avais été particulièrement engagée sur le titre Se loger et notamment sur sa partie relative à l'urbanisme qui avait concentré beaucoup d'amendements et de débats. Je vais donc vous parler en particulier de ces dispositions. La Convention citoyenne pour le climat avait accordé une part importante de ses travaux au sujet de l'étalement urbain et souhaitait faire évoluer notre modèle urbain pour aller vers davantage de sobriété foncière. Sur ce plan, la loi promulguée a proposé des avancées très conséquentes qui constituent une petite révolution dans l'urbanisme et l'aménagement. Ainsi, les articles 191, 192 et 194 prévoient la fin de toute artificialisation nette des sols en 2050 et une trajectoire pour y arriver, avec notamment la réduction de moitié de l'artificialisation sur les 10 prochaines années. Ensuite, l'article 215 prévoit l'interdiction de toute grande surface artificialisante de plus de 10 000 m² et la soumission à un régime sévère de dérogation pour les grandes surfaces de taille inférieure à ce seuil. Les travaux de la mission ont globalement montré que ces dispositions, contrairement aux critiques qui ont été formulées, ont une réelle portée. Je tiens à cette occasion à saluer globalement l'engagement du gouvernement sous l'égide de Barbara Pompili, alors ministre de la Transition écologique, qui avait porté la loi avec Emmanuel Vargon, qui a mis tout en œuvre pour prendre rapidement et efficacement les décrets nécessaires à l'application des mesures, à la fois sur l'artificialisation et sur la rénovation énergétique, point sur lequel je pense que ma collègue reviendra davantage. La plupart des décrets majeurs ont en effet été pris au mois d'avril 2022, c'est-à-dire 8 mois après la promulgation de la loi. Je pense qu'il est important de rappeler pour commencer que l'introduction dans la loi de la notion d'artificialisation ainsi que d'une cible ambitieuse de réduction de moitié de cette artificialisation sur les 10 prochaines années est un vrai progrès. La plupart des personnes que nous avons entendues l'ont souligné. La notion et la cible doivent permettre aux acteurs locaux de mieux préserver la biodiversité et l'environnement naturel en général en promouvant un nouveau réflexe, celui du calcul foncier dans la planification des opérations de construction et d'aménagement. En plus, la réflexion en termes d'artificialisation permet une protection plus complète des sols que les précédentes notions. En effet, les sols sont désormais à envisager tout à la fois
pour leur rôle comme réservoir de faune et de flore dans la protection des habitats naturels, dans la souveraineté alimentaire, dans le cycle de l'eau ou encore dans les villes comme des viviers de fraîcheur pour l'adaptation face au changement climatique. Évidemment, un tel changement méthodologique nécessite un effort de présentation et de sensibilisation des administrations locales, des élus, des opérateurs, en somme, l'ensemble des parties prenantes de l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction à l'échelle locale. Force est de constater que ce travail a été globalement fait par les gouvernements successifs depuis la loi, puisqu'il y a eu une publication de notes techniques, de notes méthodologiques, de circulaires et de 10 sur 16 décrets prévus. Il faut ajouter à cela les différentes plateformes mises en place par le ministère et le CEREMA en 2021 et 2022, qu'il s'agisse du portail national de l'artificialisation, du tableau de bord Carthagène ou encore d'autres outils d'accompagnement en accès libre que nous rappelons à la page 35 de notre rapport. Cet effort montre que le gouvernement a pleinement pris la mesure de l'impulsion donnée par le législateur, même si nous regrettons que le rapport important prévu à l'article 194 ne soit pas encore paru. C'est à la page 17 du rapport. Naturellement, quelques difficultés subsistent dans la mise en application d'une telle réforme. Je citerai par exemple un sujet qui nous a beaucoup occupés, la coexistence de deux notions différentes. D'abord, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, que l'on appelle entre nous, dans le jargon, les NAF, qui découle de l'article 194 et qui doit prévaloir pour la décennie jusqu'en 2031. Et puis, d'un autre côté, la notion d'artificialisation des sols, qui découle de l'article 192 et prévaudra à compter de 2031. Cette superposition génère des confusions à l'échelle locale, car il s'agit de deux notions qui sont chacune complexes et qui disposent chacune de son propre moyen de comptage. Un décret est paru pour détailler la nomenclature de l'article 192 que nous avions adopté dans la loi, sur la définition en fait de l'artificialisation, mais elle doit encore évoluer pour tenir compte des retours apportés dans le cadre d'une expérimentation lancée par le ministère avec les agences d'urbanisme et leur fédération nationale, que je salue d'ailleurs dans leur travail, démarche qu'il faut effectivement donc saluer parce que ça permet un premier retour d'expérience concret qui doit améliorer la qualité des normes. La réflexion sur le statut des jardins et des parcs urbains est emblématique de ces questions. Le souhait de ne pas décourager les opérations de densification urbaine avait amené le gouvernement à les classer parmi les espaces artificialisés. Toutefois, un tel classement a pour corollaire des difficultés de nomenclature des opérations à contrario de végétalisation. Un vrai travail doit être fait, peut-être par le législateur d'ailleurs, sur la conciliation des différents paradigmes de lutte contre l'artificialisation et de la compensation. En ce qui concerne les liens juridiques entre les différents documents d'urbanisme prévus à l'article 194, qui traitait aussi plus particulièrement de la fameuse territorialisation, le gouvernement a publié un décret qui permet de mieux comprendre l'agencement entre l'objectif de réduction d'au moins 50% de l'artificialisation des sols fixé à l'échelle régionale et les objectifs qui sont ensuite inscrits dans les documents plus locaux que sont les SCOT et les PLU ou les PLU intercommunaux. La rédaction du décret permet d'assurer un équilibre juridique entre libre administration des collectivités territoriales et sécurisation des documents en répartissant ce qui doit être inscrit dans les objectifs et qui s'impose avec un lien de compatibilité d'une part et ce qui doit être inscrit dans des règles territorialisées et qui s'impose avec un lien de prise en compte d'autre part. L'AMF a déposé un recours contre cette disposition, au motif qu'elle méconnaîtrait les libertés des collectivités locales. Je veux souligner le risque juridique encouru si ce décret venait à être annulé, alors même que c'est celui qui régit le principal lien juridique qui existe sur cette question entre les régions et les autres collectivités. Pourtant, cette question mériterait une clarification législative, là encore, tout comme d'autres points majeurs qui ne peuvent pas être précisés par décret et qui nécessiteraient une nouvelle loi.
Premièrement, nous devons trouver la bonne formule pour mutualiser l'artificialisation induite par les grands projets, sans pour autant sortir ces projets des objectifs nationaux de réduction de l'artificialisation. Il faudrait par ailleurs une réflexion parlementaire sur la bonne articulation entre les usages économiques et notamment la réindustrialisation que nous sommes beaucoup à appeler de nos voeux et la réduction de l'artificialisation qui doit être respectée. Ensuite, il faut mieux préserver les communes rurales en leur permettant de garantir, peut-être dans une nouvelle concertation à définir, une enveloppe minimale d'artificialisation qui leur serait réservée, notamment en ce qui concerne celles pour lesquelles leur sobriété foncière sur la dernière décennie ne leur ouvrirait que très peu de droits à construire sur la prochaine. Globalement, les élus locaux doivent être mieux sécurisés à la fois dans les données dont ils disposent et dans leurs actes d'urbanisme, et cette sécurisation doit être correctement agencée avec l'impératif de réduction de l'artificialisation. En somme, la mission d'application a permis de repérer, au cœur des dispositions sur l'artificialisation des sols, des problématiques qui doivent inciter le législateur à se ressaisir de ce sujet pour sécuriser l'objectif que nous partageons tous, tout en apportant une meilleure visibilité aux élus. En dehors de ces deux articles 192 et 194, qui concentrent la plupart des difficultés car il s'agit de mesures les plus fondamentales, les dispositions sur l'artificialisation ont fait l'objet d'un grand nombre de décrets plutôt très satisfaisants. En ce qui concerne l'interdiction des grandes surfaces artificialisantes, le décret a utilement précisé les critères cumulatifs qui permettent une dérogation pour les projets inférieurs à 10 000 m². Pour information, c'est page 28 du rapport. J'attache une importance particulière à cette évolution dont j'espère qu'elle permettra de limiter à l'avenir l'expansion de nos zones, des zones commerciales en périphérie de nos villes. Nous avions également prévu un grand nombre d'autres dispositifs que le gouvernement a appliqués. Et je les cite à la suite, la création d'observatoires de l'habitat et du foncier qui sont vraiment essentiels en termes de prospective pour nos territoires et donc qui contribueront directement à la maîtrise de l'étalement urbain, le zonage des zones préférentielles de renaturation, l'inventaire obligatoire des zones d'activité économique et leur suivi, leur bilan tous les 6 ans, la définition des friches et la création de nouveaux instruments fondés sur cette définition. Là, c'est page 33 du rapport, pour vous faire une référence, comme par exemple le certificat de projet en expérimentation qui permet, dans le cas d'une opération d'aménagement dans une friche, de simplifier le régime des autorisations d'urbanisme et environnementales applicables. Dans l'ensemble, l'application de cette partie de la loi a montré un réel engagement et un réel volontarisme de la part du gouvernement, avec des résultats encourageants, bien que le législateur doive encore, à mon avis, encore préciser donc, sa pensée sur différents points. Merci. Bien, je poursuis donc. S'agissant de la rénovation énergétique des bâtiments, le gouvernement a pris l'ensemble des 11 décrets exigés par la loi. Pour ma part, je retiens quelques points négatifs dans l'application de ces dispositifs, notamment en ce qui concerne le diagnostic de performance énergétique, qui est au fondement du classement des logements en différentes catégories de performance et qui sert de base à leur interdiction dans le parc locatif à partir de 2025. De premières interdictions sont entrées en vigueur en 2023, mais elles résultaient de la loi énergie-climat de 2019. Le DPE devrait faire l'objet d'un véritable travail d'information par le Parlement, car il doit être mieux sécurisé et fiabilisé. D'autres points d'application sont plus positifs. Ainsi, pour la réalisation des travaux, les catégories de rénovation globale et de rénovation performante de l'article 155 ont également été détaillées. Il en va de même du droit de surplomb sur le fonds voisin, prévu à l'article 172 et bien précisé par le pouvoir réglementaire, qui doit permettre de faire réaliser les travaux d'isolation thermique par l'extérieur qui s'avèrent nécessaires. En comparaison avec le titre 3, l'entrée en vigueur des dispositions du titre 6 intitulé « Se nourrir » se distingue par la rareté des mesures d'application publiées à ce jour. Ici encore, un tel constat n'implique pas en lui-même un manque de diligence de la part du gouvernement. En effet, nombre de dispositions revêtent un caractère programmatique et prospectif.
C'est notamment le cas du chapitre 1er du titre 6, qui comporte des articles porteurs d'orientation générale, dont la mise en œuvre repose sur des actions pratiques. Je pense ici à l'article 261 de la loi, qui fixe l'objectif de consacrer 8% de la surface agricole utile aux cultures légumineuses. Il en va de même pour l'article 263, qui affirme la nécessité d'une politique en faveur de la préservation et de l'implantation des haies. Au-delà, 2 séries de mesures prises nous semblent mériter une attention toute particulière. Les premières ont trait au développement de l'offre et de la consommation de produits alimentaires de qualité nutritionnelle et écologique, auquel tend le chapitre 1er du titre 6. Comme vous le savez, la réalisation de cet objectif repose sur l'affirmation d'exigences nouvelles pour la restauration collective. En ce qui concerne l'offre de menus végétariens dans les services de restauration collective relevant des collectivités publiques, l'entrée en vigueur de l'article 252 a été réalisée pour l'essentiel sans édicter de nouvelles mesures réglementaires. Il s'agit là d'un choix du gouvernement qui ne paraît pas illégitime car le cadre normatif existe. Il a été dégagé au fil d'une première expérimentation destinée à favoriser l'offre d'au moins un menu végétarien par semaine au sein des services de restauration collective relevant des collectivités territoriales. En conséquence, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire privilégie aujourd'hui l'accompagnement des professionnels afin qu'ils s'approprient les dispositions législatives en vigueur. Une telle démarche se matérialise par la conception de guides et d'outils d'accompagnement ainsi que par l'exploitation de la plateforme Ma Cantine. S'agissant de l'exclusion des denrées alimentaires composées de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux, la mise en application de l'article 254 de la loi exige aujourd'hui un support réglementaire. D'après les indications du gouvernement, ce besoin devrait être satisfait par la révision en cours de l'arrêté du 30 septembre 2011 relative à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Pour ce qui concerne de la réservation de repas dans la restauration collective, un décret du 4 avril 2022 a établi les procédures et les exigences de l'expérimentation lancée par l'article 256 de la loi. Il fait notamment obligation aux gestionnaires de services de restauration collective de remettre au préfet de région un dossier de candidature avant le 1er juillet 2023. Il impose que l'expérimentation réalisée dure au moins 6 mois et s'achève au plus tard le 31 décembre 2023. Conformément à la loi, il prévoit que le bilan du projet développé par les services de restauration doit donner lieu à 3 évaluations. Nous avons toutefois relevé quelques réserves de la part des acteurs interrogés sur l'origine et la traçabilité de certaines denrées végétales destinées à remplacer la viande. Enfin, notons que le chèque alimentation durable, dont l'article 59 ouvre la perspective, constitue davantage un dispositif à l'état embryonnaire. De fait, le texte se borne à prévaloir la remise au Parlement de 2 rapports visant à déterminer les conditions et modalités d'instauration d'un tel dispositif. À ce jour, aucun de ces 2 documents n'a été transmis par le gouvernement. Cette absence reflète à notre sens une absence d'arbitrage clair quant aux formes que pourrait prendre le chèque alimentation durable, ainsi que sur les finalités qui pourraient lui être assignées. Nous ne pouvons qu'appeler le gouvernement à mener à terme la réflexion engagée afin de concevoir dans les meilleurs délais le ou les dispositifs susceptibles de permettre une mise en œuvre efficace de cet objectif. Des éléments que nous avons recueillis, il ressort en effet que les réflexions se poursuivent. Le dispositif a fait l'objet de travaux conjoints confiés au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, à l'Inspection générale des finances et l'IGAS. Le rapport n'a pas été publié. Toutefois, d'après les informations divulguées, il exprimerait des doutes quant à la capacité d'atteindre l'ensemble des objectifs établis par la Convention citoyenne pour le climat avec un instrument unique déployé à l'échelle nationale. La seconde série de mesures que nous avons tenu à aborder dans le titre 6 porte sur le développement de l'agroécologie. Dans le temps qui nous est imparti, je n'évoquerai pas les conclusions de nos travaux à propos de l'interdiction des engrais de synthèse ou de la lutte contre la déforestation importée. Dans ce dernier domaine, la mise en application de la loi paraît pour l'essentiel effective, même si nous nous interrogeons sur l'utilité de mesures complémentaires pour la pleine efficacité de certaines procédures et instruments. Il en va ainsi de ce qui concerne les dispositions relatives au fonctionnement de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée.
Plus fondamentalement, l'entrée en vigueur de la loi soulève la question de la mise en œuvre des dispositions qui concourent à la réalisation du plan éco-azote. Celui-ci a pour objet la réduction à 2030 du volume des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote. Ce plan a soulevé un certain nombre de réserves de la part des acteurs du secteur quant à son efficacité, dans la mesure où 6 autres plans comparables n'ont toujours pas démontré leur efficacité. Aujourd'hui, l'établissement de la trajectoire de réduction des émissions prévue par la loi est réalisé au plan juridique. En l'occurrence, un décret du 26 décembre 2022 fixe pour chaque exercice entre 2022 et 2030 un objectif de réduction des volumes émis. Par ailleurs, le texte organise une évaluation du respect des objectifs sur la base des données définitives issues des inventaires nationaux réalisés par le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique. En revanche, il n'existe pas à proprement parler de mécanisme correctif. L'article 268 avait ouvert la perspective d'une taxation par le biais d'une redevance sur l'usage des engrais azotés. Conformément au compromis de la CMP, son application demeure subordonnée à plusieurs prérequis et exigences. Il suppose notamment que les objectifs de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote ne soient pas respectés pendant au moins 2 exercices. Aujourd'hui, la redevance sur l'usage des engrais azotés n'a donné lieu à aucun texte d'application législatif ou réglementaire. D'après les déclarations du gouvernement, les émissions constatées demeurent conformes à la trajectoire fixée. En revanche, nous regrettons que le Parlement ne dispose pas du rapport prévu par la loi afin d'envisager la formalisation du dispositif. C'est pourquoi nous appelons à l'établissement des éléments d'expertise nécessaires pour apprécier l'utilité de la redevance sur l'usage des engrais azotés minéraux. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci mesdames les rapporteurs pour votre travail et pour cette présentation. Je vais donc passer aux orateurs principaux des groupes politiques. Nous allons commencer, donc même principe que d'habitude, de 2 minutes. Alors c'est vous qui choisissez. C'est 2 minutes pour les rapporteurs. Vous pouvez aller jusqu'à 3 minutes si vous souhaitez faire une intervention de 3 minutes et laisser 1 minute à nos rapporteurs le temps de répondre. Voilà, on va jusqu'à 3 minutes d'intervention personnelle si vous le souhaitez. On commence par Alexis Isard du groupe Renaissance. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Ce rapport a le mérite de mettre en évidence les avancées et difficultés qui entourent la pleine entrée en vigueur de cette loi. Il permet de dresser un premier bilan sur les réalités de terrain qu'elle implique et sur les besoins pratiques des différents acteurs. Je souhaiterais attirer votre attention sur certains points et mesures complémentaires sur lesquels nous pourrions travailler ensemble en matière de rénovation énergique des logements. En effet, concernant la rénovation énergique des logements, nous pouvons nous féliciter de la dynamique engagée par le gouvernement, notamment avec la création de MaPrimeRénov' qui a connu un fort succès auprès de nos concitoyens et dont nous avons augmenté le financement dans le PLF 2023. Même si les outils d'évaluation et de diagnostic de performance énergétique ont été renforcés par la loi, il n'en reste pas moins que ces outils doivent être fiabilisés et standardisés. Aujourd'hui, l'amélioration de la mise en œuvre du DPE doit se poursuivre. La formation des professionnels de la filière, qui a déjà été dispensée, doit être renforcée pour s'assurer de la qualité des outils d'évaluation énergétique. 60 millions de consommateurs avaient dénoncé, on s'en souvient, plusieurs erreurs en matière de DPE l'année dernière. Pour une même maison, 5 diagnostiqueurs n'aboutissaient pas au même résultat, avec parfois 2, voire 3 lettres de différence. Cet enjeu est considérable, car sans ce diagnostic et indicateur de qualité, nous ne pourrions garantir l'atteinte de nos objectifs fixés en matière de rénovation thermique. Enfin, le rapport montre qu'un effort de rationalisation et de clarification des dispositifs d'aide à la rénovation doit continuer à être mené face à la multiplicité des aides qui existent. Il souligne aussi un certain retard des travaux de rénovation dans les copropriétés, liés à la prise de décision collective. Là encore, nous devrons réfléchir collectivement à la façon d'améliorer les dispositifs en vigueur afin que les copropriétaires soient accompagnés dans les meilleures conditions pour réaliser leurs travaux. Je vous remercie. Merci. Mesdames les rapporteurs, une réaction, ce n'est pas obligatoire. Vous souhaitiez... Non, en fait, oui. Allez-y. Oui, dans le rapport avec Sandra Marceau, nous avons effectivement proposé une amélioration du DPE parce qu'effectivement, les auditions ont démontré qu'il y avait une grande inquiétude de la part des acteurs. Enfin, commencer par les copropriétaires et puis l'ensemble des acteurs du secteur de l'immobilier. Donc, nous sommes très favorables à une amélioration du DPE. Bien. Bon pour Madame Marceau également. Je vous propose de passer à Monsieur Maisonnet pour le groupe Rassemblement National. C'est à vous.
Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, merci pour vos propos, chers collègues. Promulguée en 2021, la loi climat et résilience devait apporter un début de réponse à la question climatique et, en parallèle, développer de nouvelles mesures de protection de l'environnement. Nous dénoncions déjà à l'époque la direction d'une loi qui prenait pour première cible les Français au lieu de s'attaquer à la mondialisation sauvage, aux multinationales les plus polluantes. Certains points de ce texte nous paraissaient cependant intéressants, mais nous percevions un manque de préparation, un manque de précision de certains dispositifs, notamment les plus importants. Nous avons aujourd'hui toujours le même sentiment, les ZFE ou les contraintes imposées au logement sont de fausses bonnes idées qui fixent des objectifs irréalisables, surtout pour les Français les plus modestes. C'est particulièrement sur le diagnostic de performance énergétique que je souhaite attirer votre attention. Ce processus, réformé par la loi de 2021, modifie les seuils et introduit dans le calcul de ces derniers le critère d'émission de CO2. Selon ces seuils, compris entre A et G, près de 100 000 propriétaires ne sont déjà plus en capacité de louer leur logement depuis le 1er janvier 2023. En 2025, 2028 et 2034, presque 7 millions de logements risquent d'être retirés du marché de la location à cause de cette loi. Une seule solution existe pour éviter cette interdiction qui peut être fatale pour certains ménages, la rénovation énergétique de ces bâtiments. Des aides à la rénovation thermique existent, cependant, pour la plupart des propriétaires, changer le palier de leur logement sera très compliqué, extrêmement coûteux et très complexe à mettre en place. Aussi, je souhaiterais savoir, à la lumière de ce rapport, si les changements impliqués par cette loi en matière de DPE sont bien planifiés, les mesures d'information, de prévention et de financement de ce dispositif sont-elles suffisantes? À ce rythme, risque-t-on réellement de voir des millions de logements sortir du parc locatif, ou peut-on dire que la loi sera difficilement applicable dans ces délais? Je vous remercie. Bien, Mesdames les rapporteurs, allez-y. Oui, donc je vais répéter ce que j'ai dit auparavant. Effectivement, le DPE pose problème. Donc, ça, on l'a vu auprès des différentes auditions que nous avons suivies avec Sandra. Alors, il y a un problème de calendrier, effectivement. Il y a un problème aussi de financement. Le problème, c'est que dans les copropriétés, en fait, on ne prête pas, les banques ne suivent pas. Donc, il va falloir qu'on s'attache à trouver des solutions de financement et puis aussi d'amélioration. Enfin, pour il y a aussi un problème de matériaux et la filière du bâtiment s'attache aussi à proposer des offres et des devis, mais dans les assemblées de copropriété, en fait, il y a un décalage de temps et donc on ne trouve pas les fonds nécessaires. Donc, c'est un vrai sujet, le DPE, et on a des inquiétudes par rapport à ça, effectivement. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se saisisse de ce sujet. Et avec Sandra, on s'est vraiment posé la question sur le plan législatif aussi. Peut-être qu'elle veut prendre la parole pour... voilà. Madame Marceau. Non, c'est bon. Bon, écoutez, donc voilà, donc bien conscience du problème du DPE. Bien, merci beaucoup. Madame Trouvé pour le groupe LFI. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci d'abord à Mesdames Goulet et Marceau pour la qualité du rapport qu'elles nous proposent. Avant toute chose, je voudrais dire ce que représente pour nous la loi climat et résilience, une trahison, laquelle? Celle des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Celle des promesses aussi du premier quinquennat à Macron d'engager une action forte contre les changements, en tout cas en réponse aux changements climatiques, et de le faire à partir de la vision et des demandes de nos concitoyens. On se souvient du soi-disant sans filtre des propositions de la Convention citoyenne. En lieu et place d'un sans filtre, on a eu un super filtre, puisque 3/4 des propositions ont été abandonnées ou édulcorées, et seules 16 des 149 propositions de la Convention citoyenne se sont finalement trouvées dans le projet de loi. C'est pour nous, avant toute chose, un échec profond de la loi. J'en viens maintenant au sujet, c'est-à-dire à l'application plus particulière de cette loi et au rapport proposé. Je vais aborder 3 sujets. D'abord, la rénovation thermique des logements. Les résultats sont là. On sait que les objectifs fixés par l'État en matière de rénovation globale ne sont pas remplis parce que les moyens déployés sont largement insuffisants, qu'il s'agisse du nombre d'opérations de travaux financés ou des moyens d'accompagnement proposés.
La loi devait permettre la massification, mais en la matière, l'obligation de DPE de rénovation ou d'accompagnement ne change rien sans moyens. Et je rappelle d'ailleurs que nous avions voté en décembre et à la majorité de l'Assemblée nationale 12 milliards d'euros supplémentaires pour y remédier, qui ont été retoqués par le biais d'un 49.3. En matière d'alimentation, s'agissant de l'amélioration de l'offre de menus végétariens dans la restauration collective, je constate là aussi que la seule action du gouvernement s'est portée en fait sur l'encouragement et l'information. Et le rapport d'ailleurs met fort bien en évidence ceci, c'est que le gouvernement se dote de stratégies, de lignes directrices, d'objectifs, sans les assortir des instruments et des moyens supplémentaires concrets. De même, on nous parle de chèque alimentaire chaque trimestre, que la création est promise chaque trimestre. Ça serait un instrument, et on l'a montré dans le rapport sur l'inflation, qui permettrait d'encourager l'achat d'un panier d'aliments locaux et de qualité. Malheureusement, ça n'a toujours pas vu le jour. J'en arrive enfin à l'agroécologie. D'abord, la plupart des dispositifs de la loi renvoient à des textes déjà existants, par exemple l'objectif de 8% de cultures légumineuses sur la surface agricole du pays. Mais par exemple, sur les émissions d'ammoniac et azote, j'entre pas dans les détails, mais j'observe que les prescriptions de la loi ne font pas l'objet des mesures nécessaires, ni les mesures fiscales en cas de non-respect, ni la création d'instances de discussion où soit élaborée la stratégie nationale. Démonstration que le gouvernement évite soigneusement toute initiative qui pourrait contrarier l'agro-industrie. On sera donc, vous l'aurez compris, particulièrement attentif à l'évaluation de la loi qui déjà semble nous engager sur la voie de l'échec sur des aspects qui nous semblent absolument essentiels. Merci. Bien, Madame Marceau, peut-être. Oui, pour une partie. Merci, Monsieur le Président. D'abord, sur votre propos général, je vais me permettre, même s'il s'agit d'un rapport d'application, hein, voilà. Et puis c'est normal, on est là pour faire de la politique aussi, donc moi je prends le point évidemment. Mais vous parlez de trahison de la Convention citoyenne, c'est quand même ne pas reconnaître le travail des députés de l'ancienne législature qui ont reçu les représentants de la Convention citoyenne à plusieurs reprises, qui ont pu les questionner à plusieurs reprises dans différentes commissions, donc les auditions. Alors c'était pendant les différents confinements, c'était en visio, mais je pense que c'est filmé. Donc vous parlez de trahison, je trouve ça quand même un peu fort, voire très très gros en fait. Je vous le dis, suivre une des demandes que nous avions fait d'abord sur le suivi des 149 propositions. Nous l'avions nous-mêmes demandé au gouvernement, et c'est en ligne, je crois encore aujourd'hui, sur un tableau qui est un peu complexe, c'est vrai, mais les débats étaient complexes sur tous les aspects, se loger, se nourrir. Donc on peut suivre le résultat et de ce qui a été mis soit sur le plan réglementaire, sur le plan législatif, sur les différentes réponses. Et je pense que nous avons répondu à tout, alors que ça ne vous convienne pas, je peux comprendre. Mais moi qui ai participé à tellement de ces choses, effectivement, je le prends pas bien. Merci. Mais voilà. Merci, Madame Marceau. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que je vous appelle. Non, mais oui, mais sauf que en fait, il y a des grands principes. Et puis derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé comme vous, qui étaient députés, qui, comme vous, sont députés aujourd'hui ou ne le sont plus. Et donc, et qui, pour vous dire le travail effectif qui a été fait. Bien. Et parler de trahison, c'est un peu gros. Merci, Madame Marceau. Je confirme, j'étais moi-même membre de la ComSP. C'est vrai qu'il y a un travail énorme qui a été fait. Puis au final, c'est quand même aux députés de faire la loi. Enfin, je veux dire, il y a des propositions qui sont faites de part et d'autre venant de l'extérieur. Et après, c'est quand même nous qui avons la légitimité populaire de l'élection, qui décidons d'adopter ou pas, de modifier ou pas, de rejeter ou pas. Et ce travail-là, je peux vous assurer qu'on l'a fait sans trahison et on l'a fait avec beaucoup de sérieux. Monsieur Roland, pour le groupe LR. Merci, Monsieur le Président. Je partage d'ailleurs votre point de vue sur ce sujet. Merci également à nos collègues rapporteurs pour leur excellent travail. Cela est évoqué, cette loi votée en 2021 avec près de 300 articles était présentée par la majorité comme une loi révolutionnaire permettant à la France d'atteindre l'objectif de 40% des émissions de gaz à effet de serre en moins à horizon 2030. Pour y parvenir, notre groupe soutenait alors toutes les mesures permettant d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments ou encore les initiatives favorables au consommé local. De manière plus générale, les mesures les plus marquantes allaient de l'encadrement de la publicité au développement du vrac et à la fermeture de certaines lignes aériennes
sans oublier le renforcement des ZFE et du fameux ZAN. En effet, lors de ces discussions, nous vous alertions sur ces deux derniers points. Concernant le transport, d'une part, avec l'exclusion de millions de familles de certains centres-villes n'ayant pas les moyens de changer de véhicule et qui demeure encore pour nous une véritable préoccupation quant au futur climat social de notre pays, mais aussi et surtout contre la vie rurale où les inquiétudes de l'application du ZAN s'observent de plus en plus. Une atteinte qui pénalise en réalité, et vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les collectivités vertueuses. On peut comprendre dans votre rapport que la mesure mériterait d'être retravaillée tant au niveau de son impact qu'au niveau de sa complexité. Elle n'en demeure pas moins une mesure adoptée au détriment de la vie locale. Enfin, je souhaiterais évoquer avec vous les DPE de nos logements. Cela a été développé dans votre rapport. Ce document sur lequel figure le classement énergétique du bien n'était jusqu'alors qu'indicatif et est désormais obligatoire en matière de vente et de location. Partie d'une bonne idée, les critiques sur leur fiabilité pleuvent et les propriétaires ne savent plus d'où donner de la tête. Ils font face à des DPE inexplicables et se précipitent pour vendre, faute de pouvoir payer les rénovations avant qu'ils ne puissent plus louer leurs biens, et donc cela va augmenter les tensions sur le logement. Aussi, dans ces conditions, je souhaiterais avoir votre avis sur le calendrier d'application de ces mesures et s'il n'est pas urgent d'en reporter certaines. Bien, mesdames les rapporteurs, votre avis? Je vais intervenir sur la partie ZAN, si vous me le permettez. Alors, il faut quand même dire que, encore une fois, sur la commission spéciale, ces débats, comme vous le savez certainement, n'ont pas du tout été mis de côté. D'ailleurs, ils ont été plutôt très prégnants et ont pris une grande part des 15 jours que nous avons passés quasiment jour et nuit, y compris le week-end, dans cette salle d'ailleurs. Donc, je m'en souviens bien. J'étais même à la place presque d'Aurélie Trouvé là-bas. Donc, en fait, ça a été un sujet effectivement très, très prégnant. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'amendements de plusieurs bords, de plusieurs groupes politiques qui ont été pris, qui ont été votés, notamment les amendements d'André Chassaigne sur les questions des ruralités. Donc, il faut rappeler que ça a été toujours pris en compte. Alors, effectivement, vous soulignez qu'effectivement, il y a une pénalisation. Certains considèrent qu'il y a une pénalisation des collectivités vertueuses. Moi, je souligne quand même une avancée de la loi qui est en cours, en fait. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore dans l'évaluation de la loi. C'est que la territorialisation et la répartition, c'est bien au sein des territoires que ça doit se faire et c'est pas au national à l'imposer. Parce que les territoires ne se ressemblent pas, n'ont pas les mêmes projets, les mêmes politiques. Et là, c'est une forme de responsabilité des différentes strates de collectivités. Et c'est vraiment vers ça, je pense qu'il faut qu'on affine un petit peu le texte encore pour les accompagner. Merci. Allez-y, Madame Goulet, rapidement. Moi, je vais répondre sur la partie des PE comme tout à l'heure. Effectivement, il y a un vrai problème de calendrier, donc ça, je le confirme. En fait, on a créé un cadre et puis l'accompagnement sur le terrain n'est pas là. Il y a des plans pluriannuels des travaux et puis après, voilà, le problème c'est qu'il y a un décalage et que les copropriétaires se retrouvent contraints et il n'y a pas d'argent en fait effectivement pour tous ces propriétaires. En plus, ce qu'on a constaté, c'est que les banques ne jouent pas le jeu, donc c'est aussi un vrai sujet. Concernant l'accompagnement des copropriétés pour la rénovation. Il faut trouver des solutions. Donc ça, voilà, ça, on est tout à fait conscient. Merci beaucoup. Madame Morel, pour le groupe MoDem. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Au nom du groupe démocrate, merci beaucoup pour la qualité du travail réalisé. Ma question porte également sur le rôle du diagnostiqueur dans la politique de rénovation énergétique des logements mis en place par la loi climat et résilience. La situation actuelle est la suivante. Le DPE classant les logements en termes de consommation de A à G est devenu obligatoire en matière à la fois de vente et à la fois de location des logements. Il doit être effectué à l'initiative du propriétaire du logement à ses frais. Cet audit doit être réalisé pour la vente des biens classés F et G dès le 1er avril 2023, pour les logements classés E en 2025, classés D en 2034.
et une interdiction de la location des passoires thermiques en parallèle a été votée, concernant déjà une partie des logements classés G depuis le 1er janvier 2023, puis le reste classé G en 2025 et la classe F en 2028. Le groupe démocrate avait largement soutenu ces mesures nécessaires à l'atteinte de nos objectifs de réduction des émissions carbone. Aussi, le DPE dispose d'une place centrale dans notre politique de rénovation des logements, mais il apparaît, et c'est là ma question, que le rôle du diagnostiqueur l'est tout autant et doit faire l'objet d'un encadrement strict. Le législateur avait à l'époque indiqué certains critères auxquels le diagnostiqueur doit satisfaire, mais son importance pourrait permettre l'existence, par exemple, d'une commission de contrôle ou d'un tarif réglementé. Parce qu'à titre d'exemple, au cas où un bien diagnostiqué F en 2023 se révélerait être par la suite diagnostiqué G, après que les acquéreurs l'aient acquis, un nouveau diagnostic aurait alors lieu pour la mise en location. Mais quelle réparation pourrait-il obtenir ? À l'heure actuelle, le seul recours possible, c'est l'action en responsabilité délictuelle du diagnostiqueur. Pour autant, le logement serait devenu par la loi impropre à la location et il perdrait en réalité une valeur intrinsèque importante. Donc aujourd'hui, le respect des dispositions de la loi climat et résilience semble reposer pour beaucoup entre les mains du diagnostiqueur. Donc mesdames les rapporteurs, quelles solutions préconisez-vous pour éviter ce genre d'écueil ? Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est toujours le problème du DPE, effectivement. C'est un sujet dont on va devoir peut-être se saisir parce que c'est vrai que quelquefois on constate que sur un même bien, il y a 4 diagnostics différents. Donc c'est un outil qui est peu fiable et il va falloir se pencher sur cette question. Ça pose un vrai problème aussi, le calendrier. Et certains propriétaires vont malheureusement renoncer à la location. Puis il y a aussi le problème de ce qu'on appelle la décence. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas considérer les propriétaires comme des marchands de sommeil. C'est une qualification qui est un peu difficile à entendre pour certains qui font de la location souvent un complément de revenu quand ils sont à la retraite. Et donc, ce sont des propriétaires qui se sentent... je dirais, montrer du doigt. Et il va falloir prendre ce sujet-là avec à bras-le-corps parce que c'est très important, parce qu'il en va aussi de toute une offre de logement, notamment dans les grandes villes, où on s'aperçoit que c'est souvent des petites surfaces qui ne vont pas être louées. Et ça va être au détriment de toute une partie de la population, notamment des jeunes. Et on a un problème donc de logement en France, tout le monde le sait. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel il va falloir qu'on se penche tous ensemble. Allez-y, Madame Marceau, en 30 secondes. Oui, effectivement, je crois qu'il faut faire la part des choses, à mon sens, entre la question de la fiabilité du DPE et le calendrier. Je crois qu'en tous les cas, pour la majorité, le calendrier reste important parce qu'il faut qu'on puisse le maintenir pour aller dans le sens de l'histoire et respecter justement les enjeux écologiques. Donc, certainement qu'il y a un travail à faire, mais moi, je maintiens que cette idée du calendrier, moi, je l'ai dit dans mon introduction, mais on est sur de nouveaux réflexes, sur beaucoup d'aspects d'ailleurs que traite cette loi, et puis il faut qu'on s'y mette collectivement. Par contre, qu'on accompagne évidemment les propriétaires et aussi, bien sûr, l'activité de diagnostic. Merci beaucoup. Madame Battistel du groupe socialiste, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais d'abord saluer le travail des deux co-rapporteurs sur cette évaluation. J'aurais 2 questions en lien avec le nécessaire effort de sobriété qui sous-tend les différents scénarios de RTE sur l'évolution du mix énergétique et que cette loi, comme d'autres, peine à montrer leur efficacité. Alors, je suis désolée de revenir un peu sur les mêmes sujets, mais c'est quand même les sujets majeurs de ce texte. Alors, ma première question porte sur le calendrier d'interdiction des passoires thermiques à la location, car la première pierre a été posée dans la loi énergie-climat, loi que nous évaluons actuellement avec mon collègue Pascal Lavergne. Il avait été posé l'interdiction des passoires énergétiques au 1er janvier 2023. Nous y sommes. Est-ce que les acteurs que vous avez auditionnés considèrent que le calendrier est suffisamment tenu, ce que nous ne considérons pas, et surtout s'il manque des textes réglementaires d'application? La deuxième question sur le DPE lui-même,
Est-ce que vous vous êtes interrogé dans le cadre de ce rapport pourquoi une référence à l'énergie primaire et aux émissions de gaz à effet de serre? C'est une question très précise. Et plus globalement, excusez-moi, pourquoi ce choix de fonder toutes les mesures législatives et réglementaires sur la rénovation thermique, sur le DPE, plutôt que sur les seuls chiffres, par exemple, ceux qui avaient été engagés dans la loi énergie-climat que nous évaluons, je le répète, actuellement. Donc il y a eu un changement de pratique opéré alors que des bases différentes avaient été posées dans la loi de 2019. Est-ce que les auditionnés vous ont expliqué cette inversion des choses ou en tout cas, est-ce que vous considérez que c'est une erreur et qu'il faudrait revenir à ce qui avait été prévu dans la loi énergie-climat ou pas? Merci. Bien, mesdames les rapporteurs. Écoutez, on entend bien ce que vous dites, mais... Pardon. Oui, madame Battistel, allez-y. Excusez-moi, j'en ai oublié ma troisième et dernière allez-y. question qui portait sur les ânes. On nous a répété à plusieurs reprises qu'un travail était en cours. Alors, quid de ce travail, notamment sur les questions des territoires de montagne et de la ruralité qui sont assez peu consommateurs de foncier et qui se trouvent ainsi pénalisés davantage. Bien, mesdames les rapporteurs. Je profite juste le temps de nos réponses qu'il y a en tout cas des travaux en cours. Je sais que des groupes politiques à l'Assemblée travaillent sur la question. Et je sais que les sénateurs, en tout cas factuellement c'est ce qui circule, ont pour projet d'examiner bientôt une proposition de loi sur le sujet et ont annoncé et ont communiqué sur le sujet. Je n'en sais pas plus, madame Battistel. Mesdames les rapporteurs. C'est ce que vous vouliez dire? Pardon, le temps que vous trouviez votre réponse, allez-y. Merci. Oui, concernant le DPE, je ne peux que vous dire qu'on est tout à fait conscient que l'outil n'est pas parfait et mais dans le rapport, on a abordé ce sujet. Donc, je ne peux que vous affirmer qu'on a tout à fait conscience de ce que ça comporte comme difficulté pour les propriétaires, les copropriétés, l'ensemble des partenaires qui doivent se mettre en conformité avec cette nouvelle législation. Mais nous, dans notre rapport, c'est la mise en application. Donc après, voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté. Merci. Voilà, madame Marceau, un point, non. Mais en fait, c'est ce que tu as dit. Bon, c'est ce que j'ai dit. Non, mais sur la PPL du Sénat, non, mais sur le ZAN, effectivement, tout le monde essaie de voir comment, justement, sur les questions de tous les types d'espaces morphologiques, d'ailleurs, les ruralités, qui sont aussi bien en montagne qu'en plaine. Donc, il y a des réflexions, effectivement, en cours, mais plutôt émanant des groupes politiques. Donc, là-dessus, moi, je vous appelle à prendre connaissance de la PPL du Sénat, qui veut visiblement travailler sur le décompte des grands projets, et aussi sur la question du poids, du choix des régions dans la territorialisation. Mais personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec. Mais enfin, voilà. Donc, en tout cas, il y a pas mal de réflexions en cours et la PPL du Sénat a été déposée. Donc, je pense qu'il y aura un travail aussi à l'Assemblée là-dessus, entre les différents groupes. Bien, merci, madame Marceau. Madame Batteau, groupe écologiste, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Ce rapport d'évaluation est partiel pour les raisons que le Président a rappelées tenant au règlement de notre Assemblée, mais que je voudrais regretter. Parce que la loi dont on parle ne peut pas s'évaluer par pièces détachées. Il est aussi partial et je ne peux m'empêcher de saluer la performance qui consiste pour un rapport d'évaluation concernant la loi climat à n'auditionner aucun scientifique, aucun membre de la Convention citoyenne pour le climat, aucun membre du Haut Conseil pour le climat, aucune ONG engagée pour le climat, la biodiversité ou sur la précarité énergétique. Il devrait en fait y avoir une seule façon d'évaluer une loi climat, en tonnes de CO2 évitées et en nombre de personnes sorties de la précarité énergétique. Mais ni dans la conception de la loi, ni dans son étude d'impact, ni aujourd'hui dans son évaluation, cette méthode rigoureuse n'est appliquée. La loi n'avait laissé qu'une peau de chagrin des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, raison qui nous amenait
qui nous avait amené à voter contre cette loi d'inaction climatique. Après la saison 1 des filtres du président, des filtres de la technostructure, des filtres des lobbies, voici la saison 2 du détricotage des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et contre les passoires thermiques. Il est vrai que ces dispositions étaient bancales et manquaient de courage, nous l'avions dit. Elles ont déjà été modifiées une fois et vous nous annoncez de nouvelles modifications comme si le législateur s'appelait Pénélope et devait défaire la nuit ce qui a été fait le jour. Tout cela serait comique si nous n'étions pas en train de vivre une tragédie, car tout cela est anachronique. L'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée en France. Il y a eu au moins 3000 morts de la canicule. Des milliers d'hectares ont été brûlés par les incendies. La sécheresse a été catastrophique. La situation de la ressource vitale en eau est critique. Les Françaises et les Français souffrent tous les jours du déni climatique qui a conduit à l'absence de politique puissante d'isolation des logements et de sortie des énergies fossiles. Mais qu'à cela ne tienne, aux quatre coins de la France continuent les projets destructeurs. Ici, de nouvelles autoroutes, là, de nouveaux entrepôts logistiques. Les jets privés continuent de voler. On pourra continuer de faire Paris-Lyon ou Lyon-Marseille en avion. La 5G se déploie. Dans les gares et les villes, les écrans publicitaires numériques sont toujours allumés, comme une métaphore de la valeur des discours appelant à la sobriété. En montagne, surgissent partout de nouvelles installations de neige artificielle et de nouveaux projets de téléphériques pour monter toujours plus haut, faire du ski, alors que le manteau neigeux disparaît. Loin des engagements pris, la France relance la centrale à charbon de Saint-Avold, installe un terminal méthanier pour importer du gaz de schiste et soutient activement de nouveaux projets d'exploitation d'énergie fossile tels que celui de Total en Ouganda, qui est une bombe climatique. À la question « Quel est le principal frein à l'action climatique ?», la Convention citoyenne avait répondu « l'obsession pour la croissance ». Le cœur des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'était la rupture avec le consumérisme et le productivisme, cette vision du monde qui conduit le gouvernement à proposer de travailler toujours plus longtemps, jusqu'à 64 ans, pour vivre moins. L'urgence climatique impose évidemment des choix radicalement différents. Bien, merci. Mesdames les rapporteurs, Madame Marceau. Bien prendre la parole si c'est possible, malgré le temps. Madame Batho, moi je respecte le fait que vous soyez députée depuis plus longtemps que moi, que vous ayez été ministre, mais il s'agit d'une mission d'application. Donc même si j'entends vos propos très généraux et on peut être que d'accord, moi je vous amène à lire la PPL du Sénat et voir qu'ils veulent, eux, revenir complètement en arrière. Et donc moi je crois que ces propos généraux que vous tenez cache aussi et entache un petit peu tout le travail qu'on a fait. Vous étiez dans la commission spéciale. Tout le détail de la loi, avec ces 8 titres en fin de course, tout le détail des décrets, certes qui peuvent être critiquables, mais qui sont hyper techniques et qui montrent dans le détail ce qu'il faut aller faire pour justement, au-delà des transitions, muter et avoir des réflexes nouveaux. Alors, plus particulièrement sur le sujet que je connais bien, c'est les questions de ZAN. Et puis même dans les territoires, et ça, pour le coup, dans les auditions, puisque s'agissant d'une mission d'application, on était surtout sur la vérification que les décrets, notamment, étaient pris. On n'était pas sur une mission d'évaluation qui sera dans 1 an, je crois. Ça a été rappelé au bureau de la ComEco tout à l'heure. Mais les auditions l'ont bien montré. Même dans les territoires, ils se sont appliqués, y compris dans les régions, avec les conférences des SCOT, qui étaient certes critiquables, j'étais pas forcément d'accord avec ça au départ, mais ils ont bien montré qu'ils se sont mis tous autour de la table et que c'était la première fois qu'ils se mettaient autour de la table pour parler d'aménagement au niveau régional. Donc franchement, je trouve que c'est pas faire un bon écho de tout le travail qui s'est fait sur le territoire national, et vos propos généraux, on peut être d'accord pour partie avec, mais franchement, ça entache tout le travail qui a été fait depuis la promulgation de la loi. Je trouve ça un peu pareil, comme j'ai dit à Madame Troué tout à l'heure, un peu gros quand même. Voilà. Mais je vous le dis comme je le pense. Bien. Juste, comme on a parlé de la réunion de bureau tout à l'heure, je précise qu'effectivement, nous avons 2 types de rapports d'application. Il y a le rapport d'application à 6 mois, qui est un rapport court, qui est réalisé 6 mois après la promulgation d'une loi. Et puis, on a le rapport beaucoup plus long d'évaluation d'une loi qui est réalisé 3 ans après la promulgation. Et nous en avons potentiellement jusqu'à 6 à réaliser cette année sur des lois qui ont donc été promulguées il y a 3 ans. Cette précision faite, je vous propose, vu que j'ai tous les orateurs groupes qui ont souhaité intervenir, non, d'accord. Donc on va passer, si vous êtes d'accord, aux questions individuelles ou
aux propos individuels. Je vais les prendre tous à la suite. Si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à lever la main et Thierry va le noter à l'instant. Je vous propose de commencer par Monsieur Causse. Donc c'est 1 minute par personne et je prends la totale des interventions individuelles. Monsieur Causse, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames les rapporteurs. Alors, tout d'abord, dire que le débat ce matin, comme effectivement votre excellent rapport, montre bien que si depuis le début de cette loi, certains essaient de faire croire que c'est une loi blabla ou une loi vide, que non, bien au contraire, c'est une loi ambitieuse, mais bien entendu une loi complexe et difficile à mettre en œuvre, en particulier sur nos territoires. Donc je voudrais revenir sur l'artificialisation des sols, vous l'avez évoqué. Au-delà effectivement de la difficulté, quels seraient éventuellement pour vous les axes sur lesquels nous, législateurs, nous devrions accompagner les territoires, en particulier les élus locaux, pour faciliter la mise en œuvre, puisque c'est aussi notre rôle et notre mission, tout en maintenant des objectifs, parce que j'y tiens, je crois que les objectifs sont ambitieux, parce que l'artificialisation des sols, c'est la première cause de perte de biodiversité, donc nous devons maintenir nos objectifs. Et pensez-vous que la PPL du Sénat, à mes yeux ce n'est pas le cas, serait pas justement une remise en cause de cette loi et de nos objectifs que nous avons définis lors de la loi climat et résilience. Donc, comment nous, parlementaires et députés, nous pouvons consolider et faciliter peut-être sur les périodes de mise en œuvre pour les élus locaux. Merci. Madame Grangier, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs. Tout d'abord, je vous remercie pour votre travail accompli à l'occasion de ce rapport. Donc, vous avez soulevé un sujet préoccupant, la coexistence de deux notions différentes. La consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers, le NAF, qui doit prévaloir pour la décennie à venir, et la notion d'artificialisation des sols qui prévaudra à compter de 2031. Donc cette superposition est effectivement porteuse de confusion, chacune de ces notions étant complexe et dispose de son propre moyen de comptage. Le groupe RN tient à rappeler sa vigilance sur la consommation d'espaces naturels. En effet, il est important de ne pas consommer de la forêt afin de maintenir un bon bilan carbone. Mesdames les rapporteurs, pouvez-vous donc nous repréciser vos recommandations en ce qui concerne ces problématiques? Je vous remercie. Merci. Monsieur Lenné. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis content d'entendre des députés de la majorité qui défendent le travail parlementaire. On espère vous trouver à nos côtés pour défendre les prochains 49.3 et 47.1 et peut-être d'autres titres de la Constitution dont j'ignore encore l'existence. Deuxième chose, sur la Convention citoyenne sur le climat, on rappellera qu'elle a donné 3,3 sur 10 à cette loi et... il y a un décret qui n'est toujours pas publié, c'est celui sur l'interdiction des liaisons aériennes quand une alternative ferroviaire est possible en moins de 2h30. Troisième chose, on vient de voter en première lecture à l'Assemblée un projet de loi d'accélération des ENR. Et en termes d'accélération, le gouvernement aurait pu montrer l'exemple puisqu'il y a 2 décrets qui ne sont toujours pas publiés 1 an et demi après la promulgation de la loi. Le premier, c'est sur les objectifs régionaux à atteindre en termes d'ENR. Et le deuxième, c'est sur les méthodes et les indicateurs pour suivre ces objectifs. Voilà, il nous semble que l'État aurait pu montrer l'exemple en termes d'accélération. Voilà, merci beaucoup. Et vous pouvez compter sur nous pour défendre toujours le travail parlementaire. Merci, Monsieur Lenné. Monsieur Cinieri, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, également, je voudrais féliciter nos 2 rapporteurs pour la qualité de leur mission. Depuis leur mise en place au 1er juillet 2021, de nombreuses anomalies ont été constatées sur les nouveaux diagnostics de performance énergétique. Des milliers de logements anciens ont été catégorisés, parfois à tort, comme des passoires thermiques. Après des premières difficultés à l'automne 2021, le nouveau diagnostic de performance énergétique semble toujours poser des problèmes de fiabilité avec des écarts de notes énergétiques significatives et des travaux d'économie d'énergie recommandés différents. C'est d'autant plus problématique qu'il est devenu opposable alors qu'auparavant, il n'avait qu'une valeur informative. Si le DPE contient des erreurs, l'acheteur ou le locataire pourra donc agir en justice pour obtenir réparation. La formation des diagnostiqueurs doit donc être absolument renforcée car les conséquences sont importantes sur la valorisation du bien immobilier ou pour les propriétaires qui souhaitent louer. Le processus de certification des professionnels du diagnostic doit également être révisé afin d'assurer aux consommateurs que le recours à un professionnel certifié est réellement gage de qualité. Enfin, il faudrait rendre opposable aux diagnostiqueurs des allégations du DPE sur les travaux recommandés. Merci, Monsieur Cinieri. Monsieur Potier. Monsieur Potier a quitté la salle 2 secondes. Peut-être qu'il reviendra après. Monsieur Antoine Armand. Merci Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Je salue à mon tour la qualité du travail de Mesdames les rapporteurs, en particulier sur les aspects qui relèvent de la rénovation énergétique. Et c'est sur ce point que je voudrais
vous interroger, puisque l'article 101 de la loi prévoit de nouvelles obligations en matière de végétalisation comme de production d'énergie renouvelable en cas de rénovation dite lourde, qui permettent à la fois de rendre les rénovations plus efficaces et puis d'autre part d'accélérer la production d'énergie issue de sources renouvelables sur notre territoire. Or, ce terme de rénovation lourde, selon la loi, doit être encore défini par des mesures réglementaires, à la fois décret en Conseil d'État puis arrêté. Et ces mesures, on le comprend, elles doivent s'articuler avec la future loi d'accélération sur la production des énergies renouvelables. Donc, je voulais vous demander de nous préciser le calendrier envisagé par le gouvernement, ou les mesures envisagées pour prendre rapidement ces mesures réglementaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Trouvé, pour une relance peut-être, allez-y. Oui. Non, d'abord, je voudrais, suite à votre réponse, redire que le travail des parlementaires actuels ou passés, évidemment pas en cause. D'ailleurs, j'ai souligné la qualité de votre travail, je le refais très volontiers. Et en ce qui concerne le travail des députés, nous sommes les premiers à la NUPES, d'ailleurs, à dénoncer les 49.3 qui, justement, de notre point de vue, piétinent le travail des députés. Ceci dit, oui, nous avons un désaccord politique, et je persiste et signe, il y a trahison des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été ultra filtrées. Voilà. Et ce qui est en cause, donc, c'est pas le travail des... C'est pas ce qui est en cause, c'est surtout le choix du gouvernement précédent après la Convention citoyenne pour le climat. Maintenant, j'arrive à ma question sur le rapport d'application et je poursuis la remarque qui a été faite par ma collègue Delphine Batho. Pourquoi ne pas avoir auditionné d'organisations de protection de l'environnement, ni même d'ailleurs des scientifiques ? Moi, j'avais fait partie à l'époque des scientifiques, d'ailleurs, qui avaient été auditionnés par la Convention citoyenne. Et je trouve ça regrettable parce que, d'abord, les sujets alimentation, par exemple, ou logement sont concernés directement. Et y compris sur quand on juge de l'application d'une loi, eh ben, j'estime que voilà, l'avis des organisations d'environnement ou de scientifiques peut être extrêmement utile. Merci. Je me permets de à nouveau confirmer que j'avais bien compris, Madame Trouvé, ce que vous avez dit sur la question du filtre, et que je confirme que les parlementaires ont aussi un rôle de libre arbitre. Et donc moi qui ai fait partie de cette commission spéciale qui a examiné les propositions de la Convention citoyenne, c'est pas le gouvernement qui avait mis des filtres, c'est parfois nous-mêmes. Mais que j'assume et que nous assumons à l'époque collectivement. Il y avait de bonnes idées qu'on a traduites dans la loi, de bonnes idées qu'on a modifiées, et des idées qui, à certains parlementaires dont je fais partie, et j'assume totalement ce rôle moi-même de filtre, ne m'allaient pas, ne fonctionnaient pas, ne volaient pas, ou me paraissaient à l'époque, comme d'autres, inutiles pour réduire les émissions de CO2. Et donc, nous avons, en tant que parlementaires, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, un rôle libre, légitime de par le vote populaire, qui nous permet, oui, de dire qu'il y a de bonnes idées de l'extérieur que l'on retient, et non, parfois, il y a de mauvaises idées que nous considérons comme mauvaises et que nous rejetons. Et c'est une liberté parlementaire, et quand je défends le travail parlementaire, je le défends. Donc, oui, quand vous parlez de filtre, je pense qu'on a un certain nombre ici à assumer totalement ce rôle de filtre, et ça sans botter en touche sur le gouvernement ou Tartampion ou qui sais-je, mais en assumant de faire notre travail parlementaire. Après que ça ne plaise pas politiquement, je l'entends tout à fait, mais il y a eu une élection entre-temps qui a permis d'expliquer ça aux électeurs et d'assumer notre rôle de parlementaire. Excusez-moi d'avoir... mais je pensais que c'était important de préciser. Madame Ménache. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut une adaptation législative qui insiste sur une application de la loi qui permettrait de ne pas freiner les projets de développement économique et de l'habitat en comptabilisant l'artificialisation des sols permise au plan national et au plan local. Il faudrait donc que des réserves foncières modestes des petites communes soient sanctuarisées. Ce que ma question, en fait, est comment feront les maires, notamment des petites communes, pour développer des projets économiques ou des projets d'habitat si elles n'ont pas la chance d'avoir cette réserve foncière. Je vous remercie. Merci. Monsieur Vigier. Merci, Monsieur le Président, et merci aux deux co-rapporteurs pour leur travail. Ma question aussi est sur le ZAN, le zéro artificialisation nette. Bien sûr, on a compris qu'il y a une trajectoire pour l'atteindre. Bien sûr, on est tous d'accord pour la sobriété foncière. Mais force est de constater qu'il y a de fortes disparités d'application entre les zones urbaines, entre les zones rurales et notamment les zones de montagne. En zone urbaine, vous allez facilement trouver des friches industrielles ou des dents creuses et le ZAN s'appliquera sans aucun problème. Par contre, on m'a dit mes collègues en zone rurale ou en zone de montagne, et je rappelle la loi montagne de 85 qui s'applique, où il y a interdiction de construction en discontinuité du bâti. Donc en zone de montagne, on est déjà exemplaire sur le sujet. Je prends juste un exemple.
Une commune qui est exemplaire, qui a réhabilité son bourg, qui n'a pas de fiche industrielle, pas de dents creuses, et qui a une maison de santé à installer pour tout simplement faire venir des médecins. Comment fait-on aujourd'hui avec le ZAN? Donc ma question est simple. Comment allez-vous adapter le ZAN en territoires ruraux ou en territoires de montagne? Je vous remercie. Bien, j'ai Madame Lepé. Madame Lepé, vous aviez levé la main? Ah pardon, excusez-moi, vous m'aviez saisi, je pensais. Madame Bateau, c'est à vous. Oui, pour qu'on se comprenne bien, au-delà de nos désaccords de fond sur cette loi et donc par conséquent sur son évaluation et l'évaluation que l'on peut faire de son application. Au travers de ce qui se passe sur l'artificialisation des sols, où je vois que le gouvernement annonce aussi que dans la loi sur l'industrie verte, on va revoir encore une fois, par exemple, les dispositions sur la commande publique. En fait, on passe notre temps à faire des lois qui reviennent sur des lois extrêmement récentes, parce que le Parlement légifère mal. Il légifère sans évaluation rigoureuse basée sur les données scientifiques. Il légifère dans l'urgence, même si ça représente beaucoup de travail, chers collègues, et beaucoup d'heures de réunions, de commissions spéciales, de séances, etc. Et c'est ce qui nourrit aujourd'hui en France le discrédit de la politique. Il n'est pas normal que des lois adoptées l'année d'avant ou il y a 2 ans, il soit nécessaire de le corriger. Le débat n'est pas de savoir s'il est nécessaire ou pas de les corriger, prises isolément et séparément. C'est qu'il y a un problème de méthode qui devrait inviter la présidente de l'Assemblée nationale à taper du poing sur la table sur la façon dont le gouvernement impose des délais beaucoup trop serrés aux parlementaires. Bien, je n'avais pas d'autres inscrits, donc je me permets de répondre sur ce point-là aussi, puisque vous avez évoqué aussi le futur projet de loi sur l'industrie et la relocalisation verte, qui a été présenté et annoncé par Bruno Le Maire et qui laisse pas mal de mois de travail justement avec les parlementaires pour pouvoir co-construire ce projet de loi avant sa présentation annoncée pour mai-juin. Donc c'est l'occasion aussi de prendre les retours de l'ensemble des parlementaires sur le sujet. Vous avez cité l'exemple de la commande publique, c'est un très bon exemple. Ça fait partie des sujets sur lesquels on a même légiféré lors d'un dernier PLFSS, pas le dernier là, mais celui d'avant, pour dire qu'il était important que la sécurité sociale valorise les industries pharmaceutiques qui décident de relocaliser des unités de production dans notre pays et produire avec une sécurité d'approvisionnement et une proximité le plus proche de chez nous. Et il se trouve qu'on a une évaluation qui est relativement faible de ce que nous avons inscrit dans la loi. Et dans le dernier PLFSS, quelle est la part aujourd'hui des achats français fabriqués en France sur le remboursement des médicaments et sur les devices médicaux? C'est une question que l'on pose, on essaie d'avoir des infos. Et parce que souvent, il ne suffit pas d'inscrire le principe dans la loi, il faut aussi s'assurer derrière avec des indicateurs que ça suit dans l'organisation, chez les acheteurs publics, dans les collectivités locales. Et donc, c'est un travail d'évaluation permanent. Donc, je partage avec vous ce constat que nous légiférons parfois et que nous avons besoin d'évaluer les effets concrets sur la politique. Rien ne nous empêche de poser le débat, c'est ce qui est fait avec ce projet de loi réindustrialisation verte, et de prendre l'ensemble des inputs et des ajouts des parlementaires pour savoir comment construire mieux la loi qui, encore une fois, là, nous laisse pas mal de temps. Une annonce de projet de loi pour mai-juin, ça veut dire qu'on a quand même 4-5 mois pour ensemble proposer des choses et être sûr que dès le début, on intègre des dispositions efficaces dans le futur projet de loi. Je ferme la parenthèse sur ce projet de loi annoncé. Est-ce que d'autres personnes souhaitaient faire des interventions individuelles avant que je passe la parole à mesdames les rapporteurs? Non, tout le monde a pu s'exprimer. Bien. Mesdames les rapporteurs, je vous laisse répondre aux différentes interpellations. Allez-y. Monsieur Bottier, oui, Monsieur Bottier, vous étiez parti, vous souhaitez... Non, je suis désolé, j'hésitais parce que je ne voulais pas être inconvenant par rapport au protocole, mais j'ai dû m'absenter. J'ai une intervention très rapide, Monsieur le Président, merci. Je l'avais fait lors de l'examen de la loi climat qui, à la demande du groupe socialiste, qui avait lieu dans l'hémicycle il y a quelques jours. Une alerte sur non seulement la non-réalisation de la promesse Egalim en termes de partage de parts de produits de qualité et bio, mais un risque énorme sur les cantines, avec une exclusion sociale dans le passage de 3 à 4 euros avec les phénomènes de l'inflation. On a appelé Guillaume Garot et d'autres députés dans la diversité, une écologiste, des centristes, à une conférence des solutions pour que cet hiver, 2023, il n'y ait pas d'exclusion. Donc, au-delà de la loi Egalim, il y a une alerte sur les cantines et l'exclusion sociale. Deuxième sujet très rapide, sur les engrais azotés, je crains qu'on fasse la même erreur qu'en 2016 avec les néonicotinoïdes, qu'on se retrouve devant un mur et qu'on arrive à des interdictions brutales.
Donc il faut vraiment rattraper le retard qu'on a pris pour des questions d'indépendance sur les hydrocarbures, de pollution, mais aussi d'économie agricole. Il faut inventer la transition des engrais azotés sans faire la même erreur qu'en 2016 d'interdire les néonicotinoïdes et d'arriver à des impasses technologiques pour nos agriculteurs. Merci. Merci, Monsieur Potier. Votre intervention a suscité une nouvelle intervention. Madame Lepay, peut-être, c'est ça? Allez-y. Oui, pour rebondir, merci Monsieur le Président, pour rebondir, je pense à cette triple comptabilité que l'on voit aujourd'hui dans les entreprises, que ce soit RSE ou que ce soit RSA, avec RSO, pardon, organisation. Cette triple comptabilité va quand même nous permettre d'accélérer et d'être en phase avec le projet d'économie et énergie renouvelable, je dirais, et surtout permettre, je dirais même un décollage dans certaines entreprises, de prendre la vision planétaire, entre guillemets, de demain, de ce côté biodiversité et de ce côté comptabilité des mesures environnementales qui sont affichées dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a des structures, j'en connais une qui s'appelle Lucie, qui permet justement de mesurer dans chaque entreprise les efforts faits, non pas pour faire du positif, mais parfois déjà regarder l'état des lieux sur place dans l'entreprise pour pouvoir avoir les bons plans pour demain. Merci. Bien, Monsieur Bouygues s'est inspiré également. Allez-y. Non, c'est pour revenir sur le signal qui a été envoyé par notre collègue Potier. Peut-être rappeler aussi toujours l'existence du dispositif de la cantine à 1 euro par rapport à son alerte sur le risque qui pèse sur certains secteurs de ces cantines. Et donc, pour les communes de moins de 10 000 habitants, il existe un dispositif spécial aujourd'hui qui est mis en place sur ces cantines. Bien. Est-ce que chacun a pu s'exprimer? Parfait. Écoutez, mesdames les rapporteurs, je vous propose de conclure chacune. Je vous laisse dans l'ordre que vous le souhaitez. Allez-y. Allez-y, Madame Goulet. Je voudrais juste répondre à Monsieur Potier concernant les engrais azotés. Oui. Je voudrais vous répondre, Monsieur Potier. En fait, il y a une entrée en vigueur de la loi qui est prévue au 1er janvier 2027. Et là, en ce moment, nous sommes dans une phase de concertation. Donc, voilà, et d'établissement de la rédaction de ces dispositions. Bien. Madame Marceau, souhaitiez-vous apporter des réponses à nos collègues qui vous ont interpellé? Oui, quelques-unes. Bon, c'est vrai que les interventions sur la partie urbanisme ZAN se recoupent pas mal. Il y a aussi des interventions, encore une fois, un peu plus générales qui dépassent le cadre de la mission d'application. Mais donc, Monsieur Cos, merci pour votre intervention et je souhaite saluer d'ailleurs et tous ceux ici présents qui faisaient partie de la commission spéciale, parce que vous étiez tous engagés. Donc oui, comment avancer aujourd'hui? Donc moi, effectivement, si on en reste à la proposition, à la PPL du Sénat, pour moi, ça ne sera pas un avancement, mais plutôt une forme de renoncement. Donc, je suis absolument pas d'accord avec les propositions du Sénat sur les questions qu'ils veulent traiter, sur le décompte des grands projets, sur la remise en cause des fondamentaux, voilà. Donc, moi, je crois qu'il y a d'abord un enjeu, notamment à destination des élus locaux qui ont à appliquer la loi, c'est la mise à disposition des données. Parce qu'on est effectivement dans des transpositions, enfin en tous les cas dans des dispositifs très techniques avec le CEREMA, et que sans la bonne technique et les bonnes données, on ne pourra pas avancer. Donc ça, moi je suis d'accord et je sais que vous portez pas mal de choses là-dessus. Donc merci de votre question. Je sais que vous êtes à l'origine de pas mal de futures propositions, j'espère, de notre groupe. Mais la mise à disposition des bonnes données à toutes les collectivités, ça va être essentiel. C'est aussi le traitement particulier, ou en tous les cas le traitement à avoir des projets d'intérêt national et être extrêmement clair sur la différenciation dans les grands projets qui sont parfois que régionaux et qu'on n'a pas impacté sur une enveloppe nationale. Et puis je rappellerai que la réduction de 50% pour 10 ans, là, elle s'applique sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est une enveloppe globale qu'on doit se partager. J'ai envie de dire un point, c'est tout.
Et donc, ça veut dire que les régions doivent aussi faire ce travail qu'elles sont en train de faire. On les a auditionnées, elles ont des méthodes différentes, mais on avance, petit à petit, on avance. Encore une fois, c'était la première fois que ces conférences de SCOT faisaient se rencontrer des présidents de SCOT et des techniciens qui étaient d'un bout à l'autre d'une même région. Donc bon, moi je trouve ça plutôt très positif. D'ailleurs, ça va dans le sens de ce que disait Madame Bateau. Moi, je suis assez d'accord qu'il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps avant de légiférer à nouveau. Moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Puis d'abord, il faut bien évaluer les lois. Et puis, effectivement, c'est sur l'idée de ce que certains appellent une garantie rurale, même si je ne suis pas trop d'accord là-dessus sur le terme. C'est encore une fois comment accompagner les territoires pour qu'ils se fassent tous entendre au sein des régions pour bien répartir les efforts. Du coup, ça va dans le sens aussi d'une intervention d'une de nos collègues, je ne me rappelle pas de son nom, Madame Grangier. Je suis désolée, excusez-moi, chers collègues. Grangier, voilà. Sur les deux notions, effectivement, que j'avais soulevées, moi, je pense que ces deux notions, elles ont apporté beaucoup de confusion. Évidemment. Et puis, alors, en tant qu'urbaniste, j'ai pas bien compris comment j'aurais eu à les appliquer pour les collectivités quand je le faisais. Donc, je suis assez d'accord qu'il faut revoir ça, mais il faut rester sur les fondamentaux. Moi, je crois qu'il faut rester sur l'idée d'abord peut-être de réduire de 50% pour appliquer ensuite, de trouver le modèle du zéro artificialisation nette. On pourra en reparler. Moi, j'ai plein d'idées là-dessus, mais dans une autre réunion. Je pense que ce qu'il faudrait peut-être, et ça, c'est une des propositions qu'on réfléchit avec Monsieur Cos et avec d'autres collègues, c'est jusqu'en 2050, on a proposé 3 périodes de 10 ans. Je pense qu'il faut revenir sur ces 3 périodes de 10 ans, c'est-à-dire faire que 2 périodes, mais garder l'objectif de 2050. Donc, je pense que ça, Monsieur Cos propose ça, et on reste dans le cap. Mais par contre, on change un petit peu les modalités parce que les collectivités réviser 3 fois jusqu'en 2050 tous leurs documents d'urbanisme, c'est pas possible, c'est pas tenable. On les soutient complètement là-dessus. Sur les remarques globales sur la Convention citoyenne, sur effectivement les choix du gouvernement, moi je voudrais rappeler que la loi climat est passée de 60 articles au départ à 300. Et si c'est passé à 300, c'est bien que le législateur et les différents groupes politiques, parce que même s'il y avait peut-être une majorité d'amendements de la majorité et des groupes associés, il y avait quand même des amendements, et pas mal d'ailleurs, qui ont été validés, qui ont été adoptés de différents groupes politiques. Et c'est bien les législateurs que nous sommes, ou que nous étions, qui ont été à l'œuvre dans cette loi. Donc moi, je ne peux pas entendre que c'est le gouvernement qui nous a imposé quoi que ce soit. Je pense qu'on a fait tous notre travail, on a amené plein de choses. Et d'ailleurs, je souhaiterais rajouter que, par exemple, sur la question du trait de côte et des zones commerciales, ce n'est pas le gouvernement, c'est bien les législateurs que nous sommes qui l'avons voté, qui l'avons rajouté dans ce texte très long. Voilà, donc après, il y avait beaucoup de choses, mais je crois que globalement, c'était les principaux points. Monsieur Vigier avait parlé aussi de la disparité dans justement la fameuse garantie rurale dans une même région entre les zones rurales et les zones urbaines. Il indique aussi qu'il y a peut-être plus facilement de friches en zone urbaine pardon, chers collègues, mais à réhabiliter, mais je ne suis pas d'accord, en fait. Les friches, c'est de tout ordre. Ça peut être aussi une ruine dans un village, et on en a plein dans nos villages. Ça peut être une grande friche aussi, effectivement, qui sont aussi dans des zones périurbaines ou des zones rurales. Donc, moi, je pense que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas l'idée dans les zones rurales, pour une bonne et simple raison de réhabiliter ces friches. C'est parce qu'il y a beaucoup de zones rurales qui n'ont pas encore fait de document de planification. Donc moi, c'est un appel que je lance. C'est une planification nationale et après, on pourra parler de différenciation dans les territoires. Elles font partie d'intercommunalités. Donc il faut penser les projets au niveau intercommunal aussi. Non, mais il y a vraiment des enjeux de stratégie derrière et qu'il ne faut pas qu'on obère. Voilà. Merci. Bien, merci mesdames les rapporteurs pour votre travail, merci chers collègues pour votre présence. Je vous indique que la PPL des Crozailles sera examinée en hémicycle toujours tout à l'heure. Donc nous l'avons examinée en Comeco, elle continue d'être examinée en hémicycle et que ça sera à partir de 15h. Il y a juste un petit texte avant, mais comme il est en procédure simplifiée, ça devrait durer 1 minute ou 2 maximum. Donc soyez bien présents à 15h à la reprise des débats en séance. Merci, bonne journée.
Je dois... Alors attendez, relancer 2 secondes.